Donc c'est une partie de mon épargne, une partie des terrains vides que j'avais, que j'ai vendus, et puis la contribution de mon épouse et ma propre épargne. Oui. Et dit, est-ce que vous avez connaissance des témoignages faits par M. Moustapha Naïté et M. Mamadou Bobo Diallo en instruction? Non. Pour M. Naïté, c'est maintenant que je l'apprends, que même qu'il ait fait un témoignage. Je savais que M. Bobo était passé, mais moi je ne connais pas le contenu. Elle dit, s'agissant de l'acquisition de l'immeuble abritant le siège de fer, que Mamadou Bobo dit qu'il n'y a jamais eu de conseil d'administration autorisant l'acquisition. Il conteste même le montant que vous avez décliné là. Qu'en dites-vous, les 85 millions et quelques? Monsieur le président Bobo est quelqu'un que je respecte énormément. Nous avons eu une franche collaboration, je pense. Ce que je peux dire, c'est que quand les difficultés s'annoncent, la peur du péril peut faire que nous devons tous être tolérants vis-à-vis des déclarations des uns et des autres. Je ne pense pas que ce projet de bout en bout a été discuté non seulement avec ce conseil, mais avec l'ensemble des conseils successifs. Le PV du conseil d'administration est signé par M. Bobo. C'est produit ici? Oui, il est dans le dossier. C'est bien. Je peux comprendre que à l'époque, au moment où on m'arrêtait dans tout ce qui pouvait se dire dans la cité, que chacun prenne peur pour sa tête. C'est humain, c'est compréhensible. Bon, la Cour suspend pour 25 minutes le temps pour chacun et tous de prier pour ceux qui le font, bien entendu. Parce qu'il y a des tourés qui ne prient pas. Bon, une question du conseiller Mamadou Taïrou Baldé. Celle de savoir si le prix d'achat de l'immeuble servant de siège offert était-il prévu dans le budget de ce département, de ce service? Chaque année, pendant presque 5 ans, il y a un montant qui était prévu pour le début de la construction du siège, les travaux préliminaires, parce qu'à l'origine, comme je vous l'avais dit, c'était un prêt bancaire que nous sollicitions. Il y avait un montant qui était inscrit, qui n'était pas le montant total, mais à la faveur de l'augmentation de la redevance que nous avons pu obtenir en pleine année, nous avons eu de la trésorerie suffisante pour payer sans que ça n'ait un impact sur l'exécution du budget.
Sinon, c'était prévu un paiement échelonné, c'est ce que nous avions fait, échelonné pour le paiement. Mais ce montant, les 85 milliards, hein, ont été pris sur quel... Sur l'excédent de trésorerie. Okay. L'excédent de trésorerie créé par l'augmentation des ressources. Il dit qu'il n'a pas bien saisi votre réponse parce que sa question de savoir est-ce que c'était prévu. Je dis chaque année. C'était un projet qui s'étalait sur plusieurs années, qui était en cours. C'est-à-dire chaque année, sur chaque budget, il fallait prélever un peu, vous injecter non, dans... Chaque année, on prévoyait 5 à 10 milliards ou 15 milliards pour le démarrage de la construction du siège. Quand on n'arrivait pas à exécuter, à démarrer parce qu'on n'avait pas fini les accords avec les banques ou avec le ministère des Finances, on reconduisait pour l'année suivante. L'année où on a eu... L'année où on a fait... Et il veut savoir, c'est le on qui prévoyait ou bien c'est le budget qui prévoyait? C'est le on. Vous dites on prévoyait. Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis on, c'est le budget. C'est que comme le budget, ce n'est pas moi seul, je parle du fer, le budget du fer. Donc l'année où il y a eu l'acquisition, nous avons prévu un paiement échelonné de 5 milliards par mois. Entre-temps, nous avons eu une augmentation exceptionnelle de ressources due au fait que nous avons pu obtenir, avec l'appui de tous les partenaires financiers, Banque mondiale, BAD, qui ont fait de l'augmentation des ressources du fer une condition d'appui budgétaire, nous avons pu obtenir. Donc c'est pour cette raison qu'on a pu financer sans incidence sur l'exécution du budget normal. On a eu un excédent de trésorerie par ce fait. Il dit, il veut savoir est-ce que cette transaction-là, le marché-là, a-t-il fait l'objet d'un appel d'offres régulier? Non, ce n'est pas un appel d'offres. C'est que c'est pas une location, c'est un bien qui appartient à quelqu'un qui existait. Nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour demander qu'une entreprise qui a la capacité d'autofinancer la construction puisse se manifester. C'est dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt que nous sommes rentrés en négociation avec ce propriétaire. Oui. Bon. Le conseiller Mamadou Tahirou vous fait observer que le vendeur Abakasiri Mara a déclaré que les lieux ont été vendus à 135 milliards. Et vous parlez de 85 milliards. Selon lui, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que vous avez une preuve contraire en plus? Ce que moi je dis, c'est que la prétention du vendeur était effectivement à 135 milliards. Nous avons longuement et difficilement discuté et nous avons dit que nous ne pouvons pas dépasser 85 milliards. C'est 85 milliards que nous avons payés. Donc, vous êtes catégorique à dire que, in fine, en fin de compte, il vous a cédé à 85 milliards. Oui. Il y a un acte qui a constaté, qui a sanctionné le transfert de la propriété, des lieux de la propriété de Abakasiri qui, dans celui, à celui du fer, et qui constate le montant de 85 milliards, à votre avis? Oui, il y a un contrat et après la transaction, nous avons procédé aux formalités d'usage. Un titre foncier a été établi au nom du fer.
Et il veut savoir comment vous avez procédé au paiement. Quel fut le mode de paiement? C'est le paiement par chèque. Est-ce que vous pouvez produire une copie de ce chèque? Bon, à moins que je ne m'approche, moi je n'ai aucun document. Les documents comptables sont offerts. Je vais voir comment me rapprocher d'eux. Il veut savoir quels sont vos rapports avec un certain Mamadou Kadiaba. Mamadou Kadiaba est un jeune vendeur de, comment on appelle ça, de housses, Un cambiste? Oui, il est devenu cambiste par la suite, mais je l'ai connu quand ils vendaient, ce sont des jeunes qui sont assis devant la banque, devant la Bissigui, qui vendent des housses, qui font aussi des... Qui donne des? Ils vendent des housses, tous les instruments de véhicules, la housse, couverture de volant, tout ça, et qui progressivement aussi font des opérations, de cambiste. Donc il m'arrive souvent puisqu'on s'est connus depuis cette époque-là, de faire le truc, va me faire, fais-moi ce change, retire-moi ce chèque, c'est tout. Bon, il dit qu'il salue d'abord votre sincérité par rapport aux gestes que vous reconnaissez que les entrepreneurs vous faisaient. Je vous remercie. Sa question est de savoir est-ce que ces gestes-là sont consacrés par la déontologie de la déontologie administrative et juridique en votre qualité en plus d'avocat. En termes de déontologie, c'est-à-dire qu'en tout cas, à mon sens, il n'y a pas faute. Je peux bien concevoir, par exemple, qu'un avocat qui va à Paris envoie un parfum à un magistrat. Il ne le fait pas pour le corrompre, il le fait parce qu'ils ont des relations de travail permanentes. Hein, et donc, je mets ça dans ce cadre. Moi, pendant 14 ans, 15 ans, mon travail était de rédiger des contrats de prêt. Je n'étais pas un chargé d'affaires. Mais il arrivait, ce n'est pas une obligation, mon travail c'est de rédiger le contrat. Il m'arrivait que je rédige le contrat, que le client, le commerçant en question dit « Ah, Jérôme, merci beaucoup, voici, prenez ça quand il a son prêt ». Je ne lui ai rien demandé. Et donc, je ne sais pas si c'est conforme ou pas à la déontologie, mais pour moi, il n'y a pas faute dans ce cas-là, parce que je ne suis pas demandeur. Oui, dernière question. Et dit quelle a été la somme totale des gestes que vous avez reçus, c'est-à-dire des libéralités, hein, c'est ça, hein, des cadeaux qu'on vous faisait, des dons. Vous pouvez estimer ces montants-là? Vous savez, Monsieur le Président, en toute honnêteté, on ne peut pas baser son budget personnel sur les libéralités des uns et des autres. Y compris à l'extérieur, les libéralités que certains ministres où on faisait des réunions ou des chefs de gouvernement, tout se faisait aux uns aux autres, je ne peux pas quantifier cela sincèrement parce que ce serait dire que je le programme dans mon budget personnel. Non, sincèrement, je ne connais pas le montant. Okay. Mais ce n'est pas l'essentiel de mes revenus.
Il fait observer que vous avez 5 comptes bancaires. Quelle est la provenance des provisions de ces 5 comptes bancaires? Mon compte de la Bissigui, c'est le compte qui reçoit mon salaire. Quand je suis arrivé au FER, tous les employés étaient virés à la Société Générale. Je demandais à ce que je sois viré plutôt à la Bissigui parce que bon, disons par attachement. Donc sur mon compte de la Bissigui, tous mes revenus du FER sont virés dans ce compte. Et ça c'est le salaire. Le salaire, les avantages sont virés là-bas. Et très souvent, ce que je faisais, je retire l'argent du compte GNF, je le convertis en dollars pour le verser sur le compte, sur mon compte dollar. Le compte de Ecobank, c'est un compte qui servait à mes activités, disons, extra-professionnelles. Ça, c'est quel compte? Le compte de Ecobank. Ah, ok, oui. Je l'ai ouvert en ce moment parce que mes activités qui étaient en dehors des activités de la banque à l'époque, je ne pouvais pas les verser sur mon compte, qui était à l'époque un compte salarié, qui existe toujours, mais je ne pouvais pas le faire. Donc j'ai ouvert un compte à Ecobank. Les autres, c'est des comptes à la banque islamique, c'est le compte d'épargne que j'ai voulu ouvrir pour mes enfants. C'est ce qui explique ça. Pour la banque islamique, c'était quoi? C'était c'est le compte d'épargne que j'ai ouvert pour mes 2 enfants, mes 2 derniers enfants. Et pose la question de savoir pourquoi cette diversité de comptes. Je crois que quand on est dans la vie courante, en général, la plupart des gens ont 2 comptes dans 2 banques différentes. Pour différentes, soit parce que vous avez différentes activités, ou bien simplement parce que c'est l'assurance qu'en cas de faillite d'une banque, les faillites de banques sont courantes. Que l'ensemble de vos revenus ne soit pas compromis. Dans mon cas précisément, le compte que j'ai ouvert à Ecobank à l'époque, c'était parce que dans la même banque, les activités de conseil et trucs que je menais, évidemment, je ne pouvais pas les verser sur mon compte salaire de la même banque. Le compte salaire, il est géré par les ressources humaines de la banque. Donc c'est pourquoi j'ai ouvert, donc ça me permettait d'avoir des activités extra que j'avais de la banque. Je ne pouvais pas les mettre dans ma banque où j'étais le salaire. Donc l'autre, c'est le compte épargne que j'ai ouvert. D'ailleurs, c'est dans une discussion avec un ami qui était directeur là-bas. Il m'a dit, ah bon, ouvre un compte d'épargne, ça peut permettre à tes enfants on peut leur accorder des bourses, des plans d'études. Il y a des plans épargne-études que les banques offrent. Il dit, on peut te faciliter ça. C'est comme ça que je vais ouvert. Donc la multiplicité de comptes pour une personne, je ne dirais même pas qu'elle est courante, mais elle est même recommandée. Et sa dernière question, c'est de savoir à quelle date votre dernière opération sur le compte salaire, c'était quel type d'opération? Un dépôt ou un retrait? La dernière opération... Utilisez le micro et tout en nous faisant face. Excusez-moi. Oui, allez-y.
La dernière opération, si ma mémoire est bonne, sur mon compte salaire, ça devait être un retrait parce que après le 5 septembre, même les retraits du salaire étaient conditionnés à des autorisations. Donc, je crois que ça devait être en novembre ou en décembre 2021. On avait reçu l'autorisation de retirer le salaire du mois dessus. J'ai fait ce retrait. Je crois que c'est la dernière opération après. Il n'y a plus eu d'opération. Merci. Je vous en prie. Le conseiller, M. Mohamed Samoura, voudrait savoir, avant votre nomination en 2014, au FER, quelle fonction exerciez-vous? J'étais directeur des affaires juridiques et du recouvrement de la BCG. Voilà. Voilà. Et voudrais savoir votre salaire en votre qualité de directeur juridique et recouvrement à la BCI, c'était à combien? C'était 18 millions plus 100 litres de carburant, je crois, pour le groupe électrogène. Et 50 litres ou 100 litres pour le véhicule. C'était ça. Ça pouvait s'arrondir à combien? Il faut élever un peu la voix. Oui, ça pouvait s'arrondir à salaire net à 21 millions, 20 ou 21 millions, plus 6% sur tous les recouvrements effectués par la direction. 6% sur les recouvrements de dossiers contentieux. Oui. Il dit qu'à votre avis, vous avez perçu tous ces montants durant combien d'années? Comme directeur des affaires juridiques et recouvrement à la BCGI, et de même aussi vos salaires de 20 à 22 millions au niveau du FER, du Fonds d'entretien routier. Vous pouvez estimer ça? Combien d'années vous perceviez tout ça? D'abord, en partant de la BCGI, vous pouvez quantifier ça et... Bon, j'ai fait 14 ans à la BCGI. Je dois dire par honnêteté que le salaire, je n'ai pas perçu 18 millions, comment on appelle ça, pendant tout le... vous savez, c'est par grade. Donc, et je suis devenu directeur 2 ans avant de quitter. Donc, le salaire, il est monté au fur et à mesure. Donc, j'ai fait 14 ans à la BCGI et j'ai fait 7 ans comme directeur du FER. Là aussi, on peut estimer que ça variait. C'était graduel aussi au FER. Parce Oui, que vous avez dit que c'est entre 20 et 22 millions. Oui, salaire net. Les avantages sont, avec les avantages, ça va dans les 30 millions. Oui, vu l'ancienneté, donc ça a commencé autour de 18 millions jusqu'à 21 millions, je crois.
puisque chaque année, en fonction de l'ancienneté, ça augmente. Il dit, en étant conseiller juridique et recouvrement à la BCGI, puisque vous dites 14 ans, c'était de quelle année à quelle autre? Je suis rentré à la BCGI en 2000, en décembre 2000, pour quitter en avril 2014, pour prendre une disponibilité en 2014. Je suis toujours dans les effectifs, mais bon, j'ai pris une disponibilité. Oui. Vous savez, Monsieur le Président, ce qui m'embête un peu dans le travail de la CENTIF, à mon humble avis, et je parle sous le contrôle des professionnels que vous êtes, ce sont des soupçons que la CENTIF fait. En principe, quand il y a de tels soupçons, soit par l'intermédiaire de la banque ou bien par la CENTIF elle-même, on demande justifier. Mais je n'ai entendu parler de la CENTIF qu'ici, donc du rapport de la CENTIF qu'ici. Je ne sais pas les différents mouvements. Vous voulez dire que quand la CENTIF a fait son travail, même à l'instruction préparatoire, c'est-à-dire devant les juges d'instruction, on ne vous avait pas opposé les documents de la CENTIF? Non, je n'ai pas vu les documents. Ce n'est qu'à la barre ici que vous avez entendu parler de ça? Non, j'ai entendu parler des montants comment on appelle ça, pas les montants de la CENTIF, les soldes de mes comptes. Oui, mais sans savoir que c'était la CENTIF qui avait dégagé ce rapport. Non, je sais que c'est un rapport de la CENTIF, mais je n'ai pas vu le rapport. Mais je dis simplement que les soupçons, parce qu'en réalité, ce que détecte ou devrait détecter la CENTIF, c'est des soupçons de mouvement. Et après, on doit opposer ça à la personne. Mais je ne sais pas sur quelle base la CENTIF a particulièrement dit que ces montants-là sont frauduleux, sans que, même en passant par ma banque pour dire, interroger ce monsieur pour savoir où est l'origine de ces fonds. Nous l'impose. L'article 497, alinéa 2, on y veille. Et ça, nous avons l'obligation de veiller à la contradiction. Dès lors qu'on invoque une pièce, nous-mêmes nous l'avons invoquée, vous avez le droit de prendre copie de ces pièces et pouvoir essayer de formuler vos réserves. Et puis voilà. Ça, parce que de toutes les façons, c'est pour nous éclairer. On veut en savoir quelque chose, monsieur le procureur. Allez-y. Oui, mais la défense ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle n'a pas ces pièces-là. Ah, voilà. Voilà. Si elle ne l'a pas, c'est parce qu'elle n'a pas voulu les avoir.
Le dossier, avant la clôture au cabinet d'instruction, a été mis 3 jours à l'avance à leur disposition. Ils sont venus, ils l'ont compulsé. S'ils n'ont pas pu prendre ces pièces au dossier, mais c'est pas que ça ne leur a pas été, ça n'a pas été mis à Non, sur ce d'ailleurs, monsieur le procureur, vous savez, excusez-moi, facilitons-nous le travail, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites vous-même, vous avez déjà acquiescé tout à pour dire compulsé, ah oui, d'accord, mais ça veut dire que même en compulsant, vous savez, il ne faut pas laisser que le dossier vienne ici sans. C'est des armes qu'on veut utiliser contre vous. Prenez connaissance, faites-en copie. Aidez-nous. Maintenant, vous voulez les avoir, non? Voilà. Bon, vous savez, c'est pour une question de célérité que je disais. Il aurait fallu même en exiger copie parce que c'est votre devoir de le faire. Ah, vous avez copie? Vous avez copie déjà? Ah, vous avez sollicité vainement. Sinon, même chez nous, il y a des avocats qui sont venus demander des copies. On leur a donné ça. Ils sont allés photocopier.